Bonjour à toutes et tous. Il y a quelques jours, je vous ai proposé de me poser des questions sur l'écologie. Donc j'ai eu plein de questions, je vous en remercie, d'interpellations plus ou moins précises et plus ou moins sympathiques, mais je vais essayer de répondre à tout. Et je vais commencer aujourd'hui, puis je vais ensuite continuer dans les prochains jours, en fonction de l'actualité, des déplacements. Alors la première question, c'est celle de Marie-Ange. Pourquoi faut-il attendre la catastrophe pour agir ? Alors, on n'attend pas la catastrophe et on a commencé à agir, mais on est tous pressés par l'urgence. Au fond, ce à quoi on s'est engagé en 2015, ce sont les accords de Paris. L'accord de Paris pour le climat est accepté. Il y a eu un consensus de la communauté internationale sur une base scientifique pour dire on doit tenir pour le siècle un objectif de ne pas dépasser les 2 degrés. Et on s'est fixé comme objectif plus 1,5 degré Celsius de notre température sur le globe. Pour réussir à faire ça, il faut réussir à baisser nos émissions de CO2 et baisser fortement. On n'est pas encore au rendez-vous, c'est-à-dire qu'on ne fait pas encore assez, mais on avance. Et qu'est-ce qu'on s'est engagé à faire au niveau de l'Europe ? De réduire de 55% nos émissions de CO2 à horizon 2030, qui est déjà un très gros effort. Et ensuite d'arriver à ce qu'on appelle la neutralité carbone en 2050, qui est encore un plus gros effort. Et on a construit une stratégie pour pouvoir y arriver, et on est maintenant en train de la mettre en œuvre. C'est changer nos manières de produire notre électricité, changer nos manières de nous déplacer, changer nos manières de produire dans l'industrie, changer nos manières de produire dans l'agriculture, rénover les bâtiments d'un point de vue thermique pour qu'ils émettent moins, qu'ils gaspillent moins d'énergie, etc., etc. Donc tout ça pour vous dire qu'on n'attend pas la catastrophe, on est tous inquiets, on voit les conséquences du dérèglement. Et donc maintenant, qu'est-ce qu'on va faire dans les prochains mois ? La planification écologique, décliner secteur par secteur pour mettre plus d'argent, faire plus de réformes pour pouvoir maintenant avoir nos résultats. Alors ensuite, j'ai une question de Melvac sur Twitter. Comment peut-on se faire condamner pour inaction climatique tout en ayant l'audace de faire croire qu'on peut se justifier sur Twitter ? Alors Melvac, moi comme vous, j'utilise Twitter ou d'autres réseaux, mais les réseaux ne doivent pas nous empêcher d'essayer de vérifier les faits et la vérité. Et l'inaction climatique, ça a été un slogan pour beaucoup d'opposition, parfois de gens avec beaucoup de sincérité. Moi j'aime bien les faits et la vérité. Nous nous sommes fait condamner pour inaction climatique sur la période 2015-2018. Parce que sur la période 2015-2018, la France n'a pas été au rendez-vous des objectifs qu'elle s'était donnés. Et il se trouve que j'ai été élu pour la première fois en mai 2017. Et que j'ai commencé à passer des lois à partir de l'été, la plupart plutôt en fin d'année. Et donc elles ont commencé à avoir un effet en 2018. Donc vous êtes très sympathique, Melvac, d'essayer de m'en coller une sur Twitter. Mais la condamnation pour inaction climatique, c'est plutôt pour la période d'avant, pas pour ma pomme. Donc depuis, on a mis les bouchées doubles, il y a une preuve, elle est simple. Durant le quinquennat passé 2017-2022, on a réduit 2 fois plus vite nos émissions qu'on ne l'avait fait dans les 5 années passées. 2 fois plus vite. Et maintenant, ce qu'on va faire dans la période 2022-2027, c'est d'aller encore 2 fois plus vite. Et c'est possible. Alors, les résultats qu'on a depuis 2018, c'est aussi le fruit de décisions qui avaient été prises avant. Il faut qu'on soit tous responsables, il y a une continuité, le boulot avait commencé. Mais on l'a intensifié. Et preuve à l'appui, la France, après cette condamnation, qui vaut donc pour la période 2015-2018, elle a atteint ses résultats. Et l'objectif qui était le nôtre en 2020, qui était de baisser de 20% nos émissions, nous l'avons atteint dès 2019. C'est-à-dire avant les fermetures liées au Covid. Et on a ensuite tenu nos objectifs jusqu'à maintenant sur la période qui suivait. Donc l'inaction climatique, c'était pour avant, ça a changé, maintenant on avance, c'est pourquoi je peux décemment vous répondre sur Twitter et vous dire qu'on a beaucoup de défis, on a tous beaucoup de travail, mais évitons de dire des bêtises et nous accuser mutuellement, c'est mieux pour agir tous ensemble. J'ai Timic sur Twitter. Pouvez-vous citer une seule action réelle, forte, déterminante, qui ne soit pas juste de la com que vous menez pour l'écologie ? Bon, j'en ai pas mal en tête. Les 5 dernières années, on a fait 22 000 km de pistes cyclables. Je crois que c'est concret, clair. Vous pouvez prendre votre vélo et aller dessus. Ça fait 6 Tours de France. Action concrète, forte, déterminante, fait durant ces 5 dernières années. On a rénové plus d'1 million de logements d'un point de vue thermique grâce à MaPrimeRénov'. Et donc, il y a des rénovations complètes, intégrales. Elles sont beaucoup moins nombreuses. Mais on a fait plein de rénovations qui ont permis d'économiser beaucoup d'énergie. C'est l'équivalent des émissions de la ville de Lyon chaque année qu'on a supprimé grâce à tout ça. Plus d'1 million de véhicules qu'on a accompagnés pour être changés, des vieux véhicules polluants, diesel ou essence, pour acheter soit des dernières générations, soit des hybrides, soit des électriques. Plus d'1 million. Là aussi, du concret, du clair. On a redéveloppé des lignes de chemin de fer, petites lignes pour remplacer la voiture ou les véhicules collectifs plus polluants, ou rouvrir des trains de nuit, ce qui était aussi important. J'en ai plein d'autres. Donc voilà, on continue ? J'ai ensuite Bon Pote sur Instagram qui m'écrit « Quand allez-vous appliquer les mesures proposées par la Convention citoyenne pour le climat et respecter votre parole ?» Alors sur la Convention citoyenne sur le climat, 150 propositions, on a dit oui à 146 et on avance.
Donc les choses se mettent en place. Un moratoire sur les zones commerciales a été proposé en périphérie des villes, c'est fait. La création d'un CO2 score qui permettra à chaque citoyen d'évaluer l'impact sur le climat et ce qu'il consomme ou mange, c'est en cours de déploiement. La suppression des vols intérieurs quand le même trajet en train existe et qui dure moins de 2h30, c'est fait. L'éducation à l'environnement, c'est fait, c'est dans la loi. Donc, je ne vais pas ici reprendre les 146 mesures, mais très clairement, on avance et vous pouvez le vérifier. On va essayer d'ailleurs de mettre en place un dispositif de suivi très clair, évaluable. Au-delà de tout ça, grâce à la Convention, c'est aussi des investissements nouveaux qui ont été décidés. On a pris la décision historique de mettre 15 milliards d'euros dans le plan de relance pour financer justement la conversion écologique de notre économie. Donc on avance, on agit. On a d'ailleurs des résultats parce qu'on arrive à baisser nos émissions en continuant à créer des emplois. Donc voilà, maintenant c'est pied à pied, point à point, et on se justifie mesure par mesure. J'ai ensuite, saviez-vous que la France représente seulement 0,9% des émissions de CO2 sur la planète et la Chine 30% à elle seule? Alors, Mathino 34 a raison, mais ça n'enlève rien de notre côté. On doit le faire parce qu'on peut agir sur 1% de ces émissions et ça justifie, je dirais, au moins de deux manières. La première, c'est qu'on doit tous contribuer et si on fait notre part, on fait avancer le schmilblick, si je puis dire. Et ensuite, c'est le seul moyen d'entraîner les autres, de pouvoir créer l'exemple et de dire à des pays émergents, en particulier des gros émergents comme la Chine, eh bien, vous devez nous suivre et avancer. Mais en aucun cas, ce chiffre que vous citez ne doit justifier l'inaction en disant on fait que 0,9%, on pourrait rester là où on est. Non, on doit nous-mêmes changer de modèle parce que, en quelque sorte, on a émis par le passé et on reste des émetteurs significatifs à l'échelle de la planète. Il y a un graphique que j'aime bien qui vient de la Commission européenne, Statista, je vous le montre là, qui montre l'évolution de 1970 à 2019. D'abord, vous voyez que la France, qui était le 8e émetteur, elle est sortie de ce club. On est un peu derrière. On est aujourd'hui dans la liste des 10-15 premiers émetteurs, mais on n'est pas les plus gros. Par contre, ça vous dit quoi? D'abord qu'on émet beaucoup plus en 2019 qu'en 70. Mais qu'en effet, vous avez deux très gros émetteurs qui reposent plus sur les énergies fossiles que nous. Et puis, vous avez les grands émergents. La Chine, l'Inde, la Russie, l'Iran. Et donc, ça vous montre exactement le cœur de l'effort qu'il faut faire pour baisser nos émissions de CO2. Il faut que les pays les plus riches fassent ces efforts que nous, on est en train de faire, qu'on le fasse tous. Garder des modèles où on produit, on a une industrie forte, on a une agriculture forte, on nourrit notre population, ce qui permet d'ailleurs de financer notre modèle social, mais en faisant des changements. C'est toute notre planification écologique. Il faut continuer à produire, mais produire différemment. Mais produire différemment, ça va être sortir des fossiles et réduire les émissions. Et puis à côté de ça, les grands émergents, la priorité c'est qu'ils sortent du charbon. On a mis en place il y a 1 an ces programmes de partenariat pour la transition écologique de ces pays. Et un très bon exemple, c'est l'Afrique du Sud, qui dépend pas mal du charbon. On a signé avec eux un de ces contrats, on vient de le finaliser lors de la COP à Sharm el-Sheikh, et on finance la transition pour que l'Afrique du Sud ait un modèle qui soit plus basé sur le renouvelable, la sobriété et le nucléaire. Exactement d'ailleurs comme le nôtre, comme ce qu'on fait en France. On aide un pays émergent intelligemment pour l'aider en même temps à baisser ses émissions. Donc voilà la stratégie, mais c'est pas parce qu'on fait que 0,9% qu'on doit rien faire. Il faut être exemplaire, il faut aider les autres et en particulier aider ceux qui émettent beaucoup et ont besoin de progresser. Alors j'ai Guillaume TC sur Twitter qui écrit « Avons-nous tout fait pour que notre maison ne brûle plus autant ?» Voilà en plus la photo qu'il met avec un mélange. Donc je ne suis pas sûr que, honnêtement, les nattes de Greta m'aillent super bien, mais je crois comprendre l'idée qu'il y a derrière. D'abord, je partage sur la gourde qui évite la bouteille en plastique. On a fait pareil à l'Élysée, ce qui a permis d'économiser beaucoup. Et je vais vous dire un chiffre simple. Il y avait 392 000 bouteilles par an en plastique qui étaient utilisées à l'Élysée pour l'eau. Il n'y en a plus, parce qu'on les a supprimées, on a mis des fontaines à eau. C'est très concret. Et donc, est-ce qu'on a tout fait pour que notre maison ne brûle plus autant ? Non. C'est une référence à la phrase de Jacques Chirac. Notre maison brûle. Et nous regardons ailleurs. Depuis 2002, il y a eu d'abord tout un travail fait par les experts, un travail diplomatique pour convaincre en effet que la maison brûlait et que c'était une priorité. Donc il y a un travail de vérité scientifique, il y a un travail de conviction politique parce que c'est dur de changer les habitudes. Qu'est-ce qu'on doit faire maintenant? On doit mobiliser. Au fond, tous s'unir quand on croit aux données scientifiques, à la fois à la réalité du changement et du dérèglement climatique et de l'effondrement de la biodiversité, parce que moi je lis ces deux notions, elles sont inséparables. Le combat pour le climat, c'est un combat pour lutter contre le dérèglement climatique et c'est un combat pour préserver, restaurer notre biodiversité. Ils sont complètement jumeaux. Mais donc maintenant, on doit mener ce combat ensemble. Alors je sais que
parfois, certains ont le sentiment qu'on ne va pas assez vite. Et donc, ce qui est très important pour moi, ce que j'ai expliqué à Greta Thunberg, elle joue un rôle très important, elle a mené ce travail avec beaucoup de courage, c'est de dire que dans nos sociétés où vous avez des dirigeants qui sont convaincus qu'on doit y aller, qui veulent aller de l'avant et qui ont lancé le travail, il faut nous aider à le démultiplier, à renforcer l'efficacité. J'ai Léandre sur Snapchat qui m'écrit « Comment pouvons-nous éviter le gâchis à la cantine ?» Alors, on a inscrit dans la loi, dans le quinquennat précédent, 2 changements profonds. Le premier, c'est l'interdiction de rendre impropre à la consommation des denrées encore consommables. Ce qui veut dire qu'on n'a plus le droit, quand on est restaurateur, quand on est commerçant, de détruire ces denrées. La deuxième chose, c'est l'obligation soit de les donner à une association d'aide alimentaire, soit en tout cas de trouver une solution pour qu'elles soient réutilisées, mais on n'a plus le droit de les jeter, de les détruire, de les javeliser. Ça, c'est hyper important et ça, c'est en train de changer beaucoup de comportements. C'est dans la loi, c'est passé, c'est fait. Ce qui fait qu'on a un objectif, c'est que le gaspillage alimentaire en 2025 soit 2 fois moins important qu'en 2015. Et puis qu'on arrive à le réduire à 0. C'est l'objectif. Alors, en plus de tout ça, ce qu'on est en train de mettre en place, grâce à une loi qui a été votée en 2021, c'est maintenant de permettre que, en particulier nos collégiens et nos lycéens, puissent choisir leur repas avant. Et pour les écoles, que les familles puissent le faire pour leurs enfants. Si on choisit le repas ou qu'on peut choisir les options avant, ça permet pour les cantines de mieux s'organiser, du coup de commander comme il faut, et d'avoir moins de gaspillage, moins de reste. Et ça, c'est quelque chose de très concret, mais qui permet aussi de réduire ce gaspillage. Alors, j'ai Antoine sur YouTube qui m'écrit « Comment peut-on unir les pays du monde avec des actions en faveur de la planète alors que nous sommes actuellement dans un climat de grande tension géopolitique ?» C'est une très bonne question. Alors d'abord, ça suppose une chose, c'est qu'on ne laisse pas le monde se diviser sur le conflit en Ukraine et la guerre lancée par la Russie. Et ça, c'est tout le travail que la France mène depuis plusieurs mois. Mais ensuite et surtout, la bataille pour le climat et pour la biodiversité, elle continue. Si on laisse justement la situation s'aggraver, cela va créer d'autres drames et déstabilisations. Parce que la bataille pour la planète, pour l'environnement, c'est aussi une bataille géopolitique. Quand on laisse le réchauffement climatique se faire, qu'on laisse le lac Tchad, par exemple, se réduire parce qu'il y a de la sécheresse, eh bien on crée des situations terribles pour les pêcheurs, pour les agriculteurs de la région. On recrée des opportunités pour les groupes terroristes qui prospèrent sur la misère. Et on crée des conflits dans ces régions, on donne plus de chances aux pires projets politiques, on crée des migrations qui créent des tensions politiques et des guerres ailleurs. À chaque fois qu'on a un problème écologique, en termes de biodiversité ou de réchauffement, qui n'a pas été traité, qui devient une crise et dont on gère les conséquences, on a des troubles géopolitiques. Et c'est ça que j'irai plaider justement au G20. Chaque minute perdue créera de nouveaux drames et on devra à chaque fois courir après les conséquences. Je vais y aller maintenant justement. Je vais devoir filer au G20, puis au sommet de la PEC. Et donc continuer la bataille, pour pas qu'on perde de temps. Merci beaucoup et à très vite.